Bonjour les gens et bienvenue sur Carfan. Aujourd'hui on est à Monaco dans la frénésie monégasque comme vous pouvez entendre pour un essai, non pas d'automobile, mais un essai d'humanoïde. Eh oui, on est venu à Monaco pour rencontrer une personne en particulier, RM Autosport, Raoul Marchisio. Et ça c'est sa boutique. On va lui poser plein de questions, on va faire une interview franc jeu. Je vais 10 questions pour lui et je suis sûr que l'interview va déraper. On va voir s'il est là déjà. Ah, il est là-bas. Raoul. Come sta? Sto bene. Ça va? Et toi-même? Ouais, très bien, merci. C'est vrai? Tu es prêt à affronter mes questions? Ah oui, avec plaisir. Il y a un petit peu de place pour s'installer. Ouais. Dans 2 minutes, on revient. Canapé. C'est vrai? Ouais, on est bien là. On s'installe, on met les micros et on revient dans 2 minutes. Alors ça y est, on est dans l'antre de Raoul Marchisio, ici même, pour une interview franc jeu. Alors, au départ, il y a 10 questions, mais je sens que ça va déraper parce qu'en fait, j'ai une feuille. Il y a quand même beaucoup plus que 10 questions. Je ne suis pas prête, moi. Je n'ai pas étudié. Hein. Mais moi, je veux tout savoir. En fait, on sait déjà pas mal de choses sur Raoul Marchisio. Peut-être qu'on va découvrir des choses qu'on ne sait pas. On va voir. Donc, je vais un peu retracer un peu toute l'histoire de Raoul dans mes questions. L'important, que ce sont des choses qu'il ne doit pas savoir aussi ma femme. Hein. C'est vrai? Ouais, qui ne doit pas le savoir. Bon, on fera un accès payant pour ça. Et j'ai mis mon plus beau t-shirt. Ça, c'est magnifique. Voilà. Parce que c'est la même année de naissance pour tous les deux. Voilà, on est deux jeunes gens du siècle dernier. Bon. C'est vrai, on vient de notre siècle, nous. Ah ben alors là, de plus en plus. Bon, première question. Allez, c'est parti. Donc j'ai découvert que ta première relation avec l'auto, c'était par le biais des voitures radiocommandées. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, il me semble que modélisme. Ouais, modélisme, mais avec la télécommande, radiocommandée. Et Lewis Hamilton, c'était la même chose. Ah, c'est vrai, ça fait plaisir. Tu connais... Et la F1, ça t'intéresse ou pas? Ben, moi, j'ai commencé sur le karting. Tu sais, ma passion, c'était la monoplace. Mais après, le choix d'avoir pas l'argent, c'était un peu, disons, le choix obligé. Parce que je ne savais pas, c'est impossible de courir à monoplace. Et dans ma tête, j'ai dit, bon, j'ai eu la chance de faire du karting, de le faire tout de suite un peu semi-professionnel, disons, professionnel. Et pour 3 ans, j'ai commencé très tard, à 15 ans et demi. Et après, j'ai dit, bon, quand j'ai gagné un volant comme la FFSA français en Italie, la Scuola Federale Exai monoplace, j'ai demandé la possibilité de faire ça pour les rallyes. D'accord, c'est un peu comme Winfield chez nous. Ouais, j'avais gagné ça pendant la saison de karting. Et je me rappelle toujours le président de la commission sportive italienne, il m'a dit, Raoul, il m'avait convoqué, il m'a dit, c'est pas possible. Nous, on veut que tu fasses de la monoplace. Ouais. On veut te donner un volant, avoir la possibilité de faire quelques courses en Formula Alpha Boxer. Et moi, j'ai dit, non, moi, je veux que vous faites ma vie, ma passion vraie, c'était les rallyes. Ah, voilà. Ouais, la passion vraie. Mais c'est vrai que j'étais plus adressé sur la monoplace. Et tu avais tes idoles de jeunesse? C'était des pilotes de rallye ou des pilotes de F1? Non, ben, tous les deux. Ah, alors moi, étant italien, tu sais, je suis venu à l'époque de Mickey Biasion. Oui, et pour moi, Mickey, c'était Mickey, tu vois, italien, champion du monde 2 fois, c'était extraordinaire. L'ancien. Mais moi, Ayrton Senna... Ah oui, bienvenue. On ne peut pas dire qu'est-ce qu'il y avait... Après, il y a plusieurs autres pilotes que c'était dans les rallyes aussi. Walter Roll, pour moi, Walter Roll, Ayrton Senna, c'était... Après, les années après, moi, la première fois qu'ils m'ont ramené à voir un rallye, j'avais 12 ans, 13 ans, je suis venu à voir le Monte Carlo, il y avait Walter Roll avec l'Audi Long, je crois 83, 80... Celle qui ne tourne pas? Ouais, magnifique. Et là, Walter Roll, Henri Toivonen, Michel Mouton. Wow. Les groupes B? Ouais, j'avais là. Gilles Villeneuve. Moi, j'avais dans ma chambre, j'avais Gilles Villeneuve. J'étais depuis toute petite, pour moi, c'était aller de travers. Des gens qui ne roulent pas droit, tu vois. Et là, il y avait dans ma chambre, il y avait le poster de Gilles Villeneuve à la sortie de la Tosa Imola. Sur le vibreur. Sur le vibreur, tout de travers, magnifique. Sur mon lit, il y avait lui là. Après, mon père, il m'engueulait parce que j'avais mis de tout. Alors, j'avais mis à l'intérieur de la porte de mes meubles les trucs. Et j'avais Toivonen avec la Talbot Lotus Sunbeam dans un virage à Saint-Rémy avec l'avant de la voiture, comme on a dit, cabré. Ah, cabré, oui. Avec l'avant comme ça sur la terre. Après, Timo Salonen. Timo Salonen, je me le rappelle très bien. Pourquoi? Pourquoi quand on était gamin, on avait un copain qui c'était sa photocopie. Identique. Comme ça, un peu ronde, un peu les lunettes. Et nous, on était petites.
Et lui, il avait déjà le permis. Et alors, il avait un petit Peugeot 205 5 portes diesel de sa mère. Et quand il neigeait, toute la nuit, à faire des freins avec la voiture. Oui. Mais du coup, aujourd'hui, tu suis autant la F1 que le rallye et l'endurance, non, moins? L'endurance, j'aime beaucoup. Aujourd'hui, l'MP1, comment ça s'appelle, la catégorie là où il gagne Ferrari, c'est extraordinaire. C'est l'hypercar, oui, l'hypercar, c'est incroyable. C'est vrai. La mécanique, ça, il nous permet de vivre des émotions quand tu as des voitures comme ça. Les pilotes très forts. Après, il y a beaucoup de pilotes italiens très forts aujourd'hui beaucoup plus de Français. Oui, aussi. Manu, tu sais. On est un peu chauvin, tout ça. Antonio Fuoco, c'est bien. Mais moi, je trouve qu'en endurance, on parle pas assez on voit pas les pilotes. En fait. Oui, c'est ça. On voit la voiture, mais les pilotes, on ne sait jamais lesquels font les meilleurs temps. C'est toujours un peu mystérieux. Moi, j'ai grandi aussi, j'ai très copain avec Dindo Capello, qui a gagné 3-4 fois les Mans, lui. Audi, Bentley. Ouais, mais c'était une Audi. Oui, non, mais c'était un Bentley. Elle était belle. Magnifique. Ça. En plus, moi, fan de Bentley à l'époque, gagné avec un Bentley. Fan de Bentley? Oui. Moi, j'aime beaucoup le Bentley. Et Dindo, on a grandi, on a vraiment passé entre les années 80 et 95 ensemble. On était très copains, on travaillait dans la même école de pilotage ensemble. On a vécu tout notre début de carrière. Et moi et lui, on est vraiment des passionnés de la glisse. On faisait des choses, moi et lui, ensemble. En étant moniteur? Étant moniteur, oui, énormément. C'était pour apprendre aux élèves? On était à l'école de pilotage, aux vitesses, d'accord? On travaillait par BMW. Et l'école s'appelait Driving Camp de Carlo Rossi. Et dans ce côté-là, il y avait un peu un côté aussi acrobatique. Et là, on travaillait avec tout le monde. On avait fait la présentation de la Citroën Xantia dans plusieurs circuits de F1. On roulait comme les avions au ciel, 9 voitures, 3-3. On faisait les têtes en vitesse, une à côté de l'autre. En Xantia? Oui, c'était magnifique. On a fait des choses dangerosité que je ne te dis pas. Pour Volkswagen, on avait fait avec la Polo, quand ils avaient fait la 16 soupapes, on avait présenté ça, on a fait pour plusieurs voitures. C'était vraiment très beau. Comment tu fais glisser une Xantia? Tu fais glisser tout. Tu mets 8 barres à l'arrière, non? Tu fais glisser tout. Si tu veux glisser, tu fais glisser tout. Vraiment, tu l'envoies, double 360. Combien de pression dans les pneus derrière? Ça va être beaucoup, hein? Mais sinon, donc j'ai vu aussi que tu avais débuté en rallye, donc déjà assez jeune, ce qui est assez dingue, parce que souvent le rallye, il faut avoir un peu d'expérience, mais surtout avec la Corsa 1,3 litre SR de ta maman. À l'époque, moi, j'ai eu une autorisation spéciale pour la commission sportive auto-italienne. Tu n'étais pas majeur? Non, j'étais majeur, mais la loi, il disait en Italie que pour avoir la licence pour courir, il faudrait avoir le permis de conduire depuis 1 an, 1 jour. Ah oui, d'accord. Et moi, j'ai fait mon premier rallye, j'ai pris mon permis de conduire, j'ai fait 19 ans j'avais fait 18 ans le mois de mars, tu vois. Le permis de conduire, tu le prenais au moins 5-6 mois après, parce que tu peux dès que t'inscrire, tu dois être majeur pour t'inscrire, d'accord. Et le permis, tu l'avais 5-6 mois après. Et moi, le premier rallye de ma vie, j'ai fait avril 88. Et ça veut dire, j'avais pas encore un an. Et il m'avait donné, étant donné que j'allais dans le karting et j'avais fait l'école là, la Scuola Federale Exa, il m'avait donné l'autorisation à courir. Et j'ai gagné le volant, j'avais commencé à courir avec la voiture qu'ils m'ont donnée eux, d'accord. Et après, vu que moi et mon copilote, moi j'étais 49 kg, elle 44, on faisait 93 kg à deux. On donnait en seconde au kilomètre tout le monde, 70 chevaux, la voiture ça n'avançait pas, parce que c'était des groupes N, c'était strictement des séries, 70 chevaux, pense un peu l'équipage minimum, c'était vraiment deux minces comme ça, ils étaient 150, 160 kg à deux. Nous on était 93, 94 kg, on lui donnait un seconde au kilomètre à tout le monde. Alors quand j'ai vu qu'on gagnait facilement comme ça les voitures, j'ai demandé à la FFSA italienne, disons, la possibilité, étant donné que ma mère elle avait la même voiture, j'ai fait 2 courses avec la voiture qu'ils ont payée, et moi j'avais pas beaucoup de sous, j'ai dit c'est pas possible que moi je prenne l'aide de la fédération et je cours avec une voiture à moi. Ils m'ont dit, l'important que tu cours avec l'Opel Corsa, que tu fais le championnat Opel Corsa, à nous, ça ne nous change rien. Et alors, moi, mes copains, Carlo, qui c'est comme mon frère, c'est mon copain d'enfance, on a fait tout ça ensemble, et notre copain, dans la courte de ma courte, dans un box, on a nous préparé la voiture de ma mère. Et oui. Et du coup, tu as gagné de l'argent, en fait, non? Et oui, parce que qu'est-ce qu'il faisait? Déjà, tu faisais le championnat monomarque, tu prenais des primes, d'accord? Et là, j'ai mis de côté un peu d'argent pour m'acheter la Fiat Uno.
l'année après pour faire le championnat Uno Turbo. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que le processus est parti, tu vois. Mais... Et c'était la voiture de ma mère. Ma mère, tu sais, il m'a vu très jeune. Ma mère, il m'a vu à 19 ans. Ça veut dire qu'à l'époque, il avait 37 et 38 ans. Les rallyes étaient très populaires. Elle, il aimait beaucoup rouler dans la ville avec l'Opel Corsa, avec l'arceau. Il avait le pare-bouche, l'arceau, les ornets, les adhésifs, tu vois. Mais, alors, par contre, moi, ça me pose une question, parce que ça veut dire que si tu étais né à notre période aujourd'hui, tu n'aurais jamais pu faire de rallye, du coup. Non. Parce qu'on ne peut plus rouler avec une voiture comme ça. Oui, tout est changé, le monde entier est changé. Les groupes N, si tu te rappelles, c'était vraiment des voitures strictement de série. Tu peux découvrir avec les baquets, avec les sièges d'origine. C'est pour ça que toutes les voitures qui étaient homologuées pour courir, il y avait des championnats monomarques, Peugeot 205 Rally. Il avait aussi des sièges semi-baquets. Tu te rappelles, la Opel Corsa, elle avait des sièges Recaro, la Litre 3. Pourquoi c'était la Fiat Uno Turbo, elle avait des sièges sportifs faits par Recaro ciel. Pourquoi tu peux découvrir un groupe N comme ça. La Delta, il avait des Recaro de série, tu peux découvrir comme ça. Tu mettais les harnais, tu mettais l'extension, les freins, le pare-choc avant. Tu mettais des suspensions, les suspensions, c'était même pas obligatoire. C'était même pas, tu le faisais parce que tu es obligé. Pour gagner un peu. Les freins strictement de série. Le moteur, tu peux faire 2-3 modifications qui t'arriveraient à récupérer au maximum 10-15%. Tu vois, pour travailler un peu sur des boîtiers, tu faisais faire très attention à travailler sur les boîtiers. Parce que si tu travaillais sur les boîtiers électroniques, la voiture, ça chauffait plus. À la fin, tu avais peut-être 30 chevaux de plus tout de suite, mais après, tu perdais 50. À la fin, ça ne servait à rien. Il faudrait trouver un juste compromis. C'est pour ça que les vraies voitures qui gagnaient beaucoup, elles étaient... Si la voiture, elle avait, comme la Delta, elle avait 200 et quelques chevaux de série, il avait 10-15 de plus, 20 de plus de série, mais il n'avait pas plus. Parce que si tu avais 280, tu avais la température de l'air de l'intercure qui montait à 130-140 degrés, et tu perdais tout, ça ne servait à rien. Tu te trouvais avec 150 chevaux à la presque 250. Oui, mais alors donc aujourd'hui, c'est... aujourd'hui, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est compliqué, tu vois. Moi, j'ai pas de... J'ai vu Eliott Derecourt qu'il a couru à Monaco avec un Opel Corsa. Ouais, ça doit coûter déjà... Et déjà, les voitures, ils coûtent 70 000 € partir entre level. La petite Oui, la petite, oui, tu t'achètes, c'est une vraie voiture de course. Ils ont une boîte séquentielle, ils ont un vrai frein à main, et ils sont dedans, c'est des vraies voitures de course. Nous, dedans, c'était des vraies voitures de série. Il y avait juste 2 boutons pour allumer les fers, le coupe-circuit, parce que c'était obligatoire, et le trou pour tirer l'extinction. Bon, le sport auto est définitivement un sport de riche. Non, elle changeait beaucoup. Après, tu sais, aujourd'hui, tu as des aides aussi, tu peux faire des championnats. Oui, il faut faire les rallyes jeunes ou les trucs comme ça, mais même après, ça coûte un pognon fou, quoi. Et puis, il ne faut pas se rater, il n'y a pas l'opportunité. Et puis, on peut pas rouler avec la voiture de sa mère. Tout le temps, cher. Mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Une fois, tu peux improviser. Combien de personnes, moi je me rappelle, dans ma petite ville, ils roulaient toujours avec une voiture de rallye. En bas de chez ma mère, il habitait un mec qui s'appelait Mousseau. Il avait un 4 GTE, groupe 2. Le groupe E, c'était le groupe 2. C'était le groupe E, il roulait tous les jours avec. Il allait au travail avec le cadet de groupe 2. Et après, les rallyes, ils attachaient les adhésifs, il allait faire le rallye, tu vois. C'était pas mieux avant, mais quand même un peu. C'était plus simple, je crois. Beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Sinon, pour revenir sur ta carrière en rallye, donc tu as roulé dans les années entre 87 et 96 87, 96. Et donc c'était 88 et 96, oui. Tu as roulé sur Lancia, Audi, Delta, Renault. le Renault. Audi, c'était laquelle que tu avais? L'Audi, le 80 S2, la coupée. D'accord, ouais. La coupée. Ok. Et Renault, c'était la Clio Maxi. La Clio C soupape. Non, c'est la petite. C'est la petite. Celle qui avait les belles jantes Speedline, non? Bravissimo, avec les jantes Speedline, ragné, magnifique. Et donc, dans la même période que toi, il y avait des gars qui s'appelaient Sainz, Oriol. Ça c'est dans le championnat du monde. Delcourt, Et c'était mes idoles. Qu'est-ce qu'ils avaient de plus que toi? Je sais pas, moi j'ai jamais couru la presse. Du talent? Non, ça c'est du talent. Quand tu arrives là-bas, c'est du talent. Ah oui? Tu peux pas. Les mecs comme Delecourt, comme tout ça, c'est des phénomènes dans une autre planète. Tu les as côtoyés un peu, tous ces gens-là? J'ai jamais couru contre. Jamais. Moi j'ai eu la chance de travailler avec Mickey Biasion et Lele Pitto. Wow, j'ai appris des choses, où mettre les roues, la vision de la route est totalement différente. Quand tu arrives dans un niveau, tu vas mettre les roues dans des endroits que tu ne crois même pas possible. Surtout à notre époque. Notre époque, on coupait beaucoup plus qu'aujourd'hui, on utilisait une partie de la route que tu ne la voyais pas. Et j'ai appris des choses extraordinaires. À travailler avec des mecs comme ça, j'ai appris des choses. Mais ils ont quelque chose en plus.
c'est notre monde. En plus, vraiment un autre monde. Ouais, tu as été champion d'Italie quand même. Oui, non, c'est sûr. Mais moi, j'ai dit, j'étais peut-être à niveau d'être... Tu sais, après, parce que après, tu sais, le talent, il faut avoir aussi la chance, la possibilité de le développer, tu vois. Parce que alors, les pilotes usines, ils sont tout le temps en voiture, ils roulent. Et là, il peut sortir, tu vois. Il y a beaucoup de pilotes comme en F1. Tu vois, il y a 4 ou 5 qui sont vraiment là, 4 ou 5 un peu dessous, après il y a 1-2 qui font la différence. Ouais. Et dans la rallye, c'est la même chose. Il y a 1-2 qui font vraiment 3 qui font la différence. Ouais. Après, il y a 5 ou 6 pilotes qui se la jouent aujourd'hui, moi, devant toi, après l'autre. Tu vois. Et après, il y a une série de super pilotes que ça peut être des champions qui ont tout gagné, comme la F1. Le dernier de la F1, il a tout gagné. Hein. Ce n'est pas un mec qui est arrivé 10e ou 15e ou 20e. Tu vas regarder, c'est peut-être champion d'Allemagne de karting, champion de F3, et c'est le dernier en F1. Non, mais je le dis souvent, ça, le plus mauvais de F1, il est comme les derniers des rallyes, de championnat du monde. Tu regardes son curriculum, tu t'enlèves le chapeau, tu montes en voiture avec eux, tu ne conduis pas un WRC comme ça. Hein. Je ne supporte pas les gens qui se moquent des derniers de la F1. Ah, non, tu regardes le curriculum, ça fait partie d'une des premières 20 pilotes au monde. Hein. Ils sont bons là, ils ne sont pas 200, ils sont bons. Hein. Après, on peut dire qu'il y en a qui payent un peu le baquet quand même. Mais malheureusement, c'est le système qui l'a imposé ça. C'est le système. Et alors, mais c'est pas parce que tu dis aujourd'hui, tu es le dernier, tu arrives, tu payes, et tu es en volant. Il ne peut pas le faire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le font. Parce que pour les sponsors, ils ont besoin, et au bout de 3 courses, on est obligé de les laisser à la maison. Parce qu'ils font que des dégâts, ou vraiment, parce qu'après, le team, il a besoin de résultats pour les droits de la télé, pour les points pris, et il ne peut pas mettre qu'un pilote qui arrive dernier, et juste pour être, même pour participer. Sont payants, ils sont bons quand parce que quand même, ils ne payent pas 100 millions d'euros l'année, ils payent des chiffres énormes, mais ils ne payent pas le prix de la casse. De le programme, tu vois. Alors, tu peux trouver dans les gentleman drivers, dans des programmes, qu'un programme, ça coûte 1-2 millions d'euros, que le pilote, il porte 1 million, 2 millions d'euros, juste dans les compétitions GT et tout ça, sous forme de sponsor, et après, il y a un pilote pro qui court avec. Là, c'est différent. Mais en F1, un programme F1, il coûte des centaines de millions d'euros. Un pilote, il ne peut pas porter 100 millions ou 200 millions. Un pilote, peut-être, il porte 10, 15, 20 millions d'euros de sponsors. Mais à la fin, il paye le baquet, mais ce n'est pas lui qui paye le team. À la fin, le team, il a besoin aussi de... Résultat. Argent, résultat. Il n'a pas besoin que de l'argent. Pérez, ils ne l'ont pas gardé. Tu vois, que c'est un super pilote, Pérez. Oui, il a été. Je pense qu'il a un peu... après, ou la voiture. C'était peut-être la voiture qui était compliquée. Tu sais, les piles, c'est pas facile. C'est facile à parler, comme on disait avant, quand on est assis ici. C'est très facile, comme quand on va voir un rallye. Tu sais, je suis allé voir la semaine dernière une spéciale de rallye de Monte-Carlo. Tu voyais passer les premières 10 voitures WRC, après tu voyais passer WRC2. Tu étais un peu pas déçu, mais tu disais oui. Tu entendais dans le public que moi je roule plus fort. Non, tu ne te trompes pas. Les mecs, c'est des mecs qui gagnent des championnats de rallye. Tu vois. Mais il y a tellement de delta entre les premières voitures et les deuxièmes que tu n'as pas les mêmes sensations, malheureusement. Ils devraient faire au contraire. Ils devraient faire partir les plus. Pour après. Une montée c'est extraordinaire. Alors là, tu apprécierais de plus. C'est normal que quand tu as des super pilotes qui ont gagné des championnats de France, d'Italie, championnats d'Europe, et ils courent en WRC2, oui. C'est plus, tu passes dans un virage, tu regardes un virage, que ça ne veut rien dire, parce que la spéciale, elle est de 15 km. Un virage, ça te peut venir plus ou moins bien que moins bien, ça ne veut rien dire. Mais tu te fais une idée sur et les mecs, ils sont là, qui disent, l'autre jour, je rigolais, tu vois, moi, je passe plus fort, moi. Oui, tu passes plus fort. Je vais voir quand il y a un descente comme ça là-bas, qu'il ne faut pas freiner en 5e et 6e, qu'est-ce que tu fais? Et sur 30 km. Ouais, tu passes en 3e, et lui passe en 6e, et il parle avec son copilote, tu vois. En parlant de rallye, je me posais aussi une question de ta carrière. Étant donné que tu es un gars qui aime rouler beaucoup avec de la dérive, et c'était déjà le cas déjà en karting apparemment, je me dis, est-ce que tu ne penses pas que ton style de pilotage t'a desservi à un moment? T'as pas permis d'aller peut-être un peu plus haut? Non, parce que je t'explique, les rallyes à notre époque, c'était beaucoup plus que ça, tu vois. Nous, c'était énorme, ça. Nous, avec la Delta, on donnait un coup de frein à main à moitié virage. Avant de rentrer, à moitié virage, on devait avoir les routes droites. Parce que c'est avec le 4 roues motrices, tu ne l'envoies pas, tu as de sous-virage. Et tu perds de temps. Nous, tu regardes toutes les 4 roues motrices, ils arrivaient à moitié de nous. On roulait énormément avec le frein à main. Et je ne te dis pas avec la Clio. Comment tu as fait? Non, la Clio, nous, on n'avait pas... Moi, j'ai regardé, je crois,
1000 heures de vidéos de Jean Ragnotti. Ah oui. Tu as vu comme il conduisait, Jean Ragnotti? Ah, mais il a les roues arrière, sont comme tout ça. le monde dit il ne faut pas la faire glisser en deux roues motrices. Ah oui. Et tu fais, qui c'est qui arrivait à faire le temps de Jean Ragnotti? Il ne freinait pas avec le frein, il freinait avec le frein à main en descente. Bugalski, il conduisait plus propre, Bugalski. Ouais, Et il allait un peu plus vite. Bah oui, mais Un peu. à la fin, c'était pas assez propre. Hein. Regarde aussi Panizzi et tout le monde de les cours quand ils couraient avec la 306. On parle de toujours en voiture à propulsion. Ils arrivaient vraiment à fond aussi, eux. Tu es obligé, parce que dans tous les cas, si tu n'utilises pas le frein main, tu es au virage. Et l'époque là. Les lobes et les ogiers, après nous, le pilote, ils suivent l'évolution. Ouais. Moi, je faisais ça quand je pouvais le faire. Je faisais pas ça quand tu ne pouvais pas le faire. Aujourd'hui, je fais l'imbécile tous les fois que je sors en voiture. Je fais ça. Ma passion, c'est ça. Je crois que n'importe quel pilote, tu le prends, il fait ça toute la journée. Moi, tout le monde que je connais, même les pilotes modernes, la base, c'est ça. Nous, on fait ça. La base, nous, on le sait faire. Et ça nous sort facile, tu vois. Après, glisser, tu sais, moi, je dis toujours, les sports sont très habitudinaires. Tous les sports, n'importe que tu fais, à la base, il faut s'entretenir et les faire tous les jours. Ouais. Et la glisse, c'est une habitude. Si tu es habitué à glisser, tu glisses. Après, c'est pas dit que tu gagnes, tu vas faire du drift, tu fais pas les drifts comme les mecs qui font des drifts tous les jours. Mais le mec, il n'est pas monté dans la voiture, il s'est mis à faire du drift, il a gagné le championnat de drift, non. Oui, il s'est entraîné, il a découvert son talent, il était un phénomène, il a gagné. Tu vois. Et la glisse, c'est la même chose. La glisse, tout le monde il peut glisser en voiture. C'est juste de s'entretenir, de faire des cours de pilotage. Aujourd'hui, en France, il y a des écoles de pilotage magnifiques. Pegasus, tout ça, c'est magnifique. Tu sais, tu vas faire ça, tu vas apprendre énormément. Hein. Mais quand tu as fait de la monoplace, pour le coup, il était interdit de glisser. Totalement. Totalement, même les voitures de rallye. Hein. Nous, on conduisait très propre. C'est encore pire, il n'y a pas de puissance. Ah non, les premières. Interdit totalement. Et circuit, tu ne peux pas glisser. Et ça, tu arrives quand même. Oui, tu arrives. Mais nous, on arrive. Est-ce que tu éprouves le même plaisir à faire un chrono en monoplace? Mais quand tu ramènes la mécanique aux limites, c'est extraordinaire. Hein. Ah ouais? Ah oui. Quand tu vois le chrono. Moi, je me rappelle quand tu rentres dans la deuxième de l'ESMO, ou dans la parabolique à Monza, ou tu rentres dans la double de Spa-Francorchamps, au Rédijon, ou la double gauche descendant, quand tu rentres à la deuxième à fond, les jeux là, le truc, c'est extraordinaire. Je crois que quand les pilotes de fin, ils rentrent ici à le virage de la piscine, à fond. Oui, tu as raison. Tu n'as pas besoin de glisser, tu vois. C'est la mécanique quand elle est portée aux limites. C'est DF1, c'est pas DF3. Ouais, non, mais la mécanique quand elle est ramenée aux limites, c'est magnifique. Et ça donne des sensations et des choses que c'est extraordinaire, tu vois. Moi, il y a une question que je me pose souvent, on parlait de rallye. J'ai eu la chance une fois d'essayer une Skoda, la R5, avant qu'elle devienne des Rallye 2, là. Et j'ai trouvé que c'était la meilleure voiture du monde pour rouler sur la route, en fait. Elle était réglée terre, donc il y avait un peu de ballon. Il y avait le frein, on pouvait tourner comme on voulait. Oui, je dis, mais pourquoi les constructeurs de voitures, ils ne prennent pas un exemple de ils ne mettent pas des voitures comme ça sur la route? Parce qu'avec, c'est beau ces engins-là, mais sur la route, c'est pas roulable. Ils ne bougent pas, à aucun transfert de masse. Et aucun n'a fait une voiture de rallye pour le... Mais tu sais, aujourd'hui, Porsche, il a fait la Dakar. Et Lamborghini, il a fait. Non, mais c'est beaucoup essayé, pareil. C'est pas pareil. C'est beaucoup. Tu sais qu'est-ce qui lui manque? Il ne peut pas le faire. Non, il manque un frein à main. Ah oui, ça parce aussi. Que la souplesse, il y a. Parce que les pneus, ils jouent beaucoup. À rapport, on part toujours à rapport des autres. De la normale. Ils ont des châssis comme ça, des pneus de 21 pouces avec 25-30 de pneus. Là, tu as un pneu gros, tu as, comme on dit, le tassel, comme on dit, le flanc du pneu. L'épaisseur de pneu qui travaille parce que le trou est large et tu fais beaucoup bouger la voiture. C'est ça. Ça manque, moi je trouve. Ça c'est magnifique, tu sais. On va monter une association, oui, on va militer. Une association frein à main. J'ai mis ça dans ma BM. Hein. Ouais, t'as vu? Elle est hydraulique. Mais pour la route, hein. Magnifique. Pour tourner, c'est parfait. C'est génial. Bon, revenons à nos moutons. Oui, donc tu as eu un accident en 96. Ouais, 19 janvier 96. Et alors, moi, je m'étais dit, c'est Vatanen, il est parti en tonneau dans les arbres. Non. Mais même pas? Non, marche arrière. Marche arrière, il y avait un grand parking. Il s'est passé quoi? J'ai aucune idée exactement, mais tout s'est passé que moi, je crois m'arrêter pour faire pipi ou quoi, je ne sais pas. Je suis rentré dans ce parking à marche arrière, comme ça. Tu sais, les voitures de l'époque, ils avaient l'ABS, tu te rappelles que quand ils venaient de faire l'asphalte, le nouveau goudron,
Et quand ils faisaient le nouveau goudron, ils mettaient de la sable. Je ne sais pas si tu te rappelles. Une fois, il y avait ce système de faire le goudron. Quand c'était un truc au privé ou dans des parkings gravier, et tout ça, ils mettaient de la sable fin pour qu'il se rentre dans le goudron pour se stabiliser. Et moi, la chose que j'ai fait de la marche arrière, je crois à 20-30 km. À un certain moment, entre moi et moi, je dis, mais elle n'est pas longue comme ça, le parking. Et quand je tournais la tête, la voiture était déjà en train d'aller dans le trou. Parce que j'avais enlevé les barrières. Oh, et moi, comme un stupide, je n'ai pas regardé tout de suite arrière comme ça. J'ai un peu reculé, à 20 à l'heure, même pas, espérant d'entendre le bip qui sonnait de la BMW série 3. Et enfin, quand j'ai mis le pied sur le frein il a fait le BS, tu vois, parce qu'il y avait la sable, et la voiture a vraiment glissé. Et le fait que moi, je suis fini, la preuve, c'est que moi, je suis fini là, au-dessous. Ah, mais c'était vraiment une parce qu'il n'y falaise. avait pas de vitesse. Et la voiture est tombée sur une plante, après fini dans la rivière, avec le nez avant, sur des gros masses sur la rivière, tu vois, est tombée tout de suite sur une plante, après elle a fait comme ça, pas sur une masse, après il s'est remis comme ça dans la rivière. Et l'effet que personne ne voyait pas, parce que quand il passait sur la route, la voiture était là. Si moi j'avais fait une erreur en vitesse, la voiture avait sauté même 3-4 mètres en longueur, tout le monde passait dans la route, il l'aurait vu. Ah non. Ah ouais. Donc tu es resté là-dedans. Je suis resté là-dedans, je suis parti de Monaco à 6h30, la route était à 40 km d'ici, 45, quarantaine de kilomètres, ils m'ont trouvé à 10h moins 10. Ça veut dire que je suis resté entre 1h45 et 1h30 dans le trou là-bas. Ouais. Donc je sais que tu as eu des problèmes de vision qui ont fait que tu n'as pas pu reprendre la course et tout ça. Mais est-ce que tu penses aujourd'hui que c'est, parce que je t'ai entendu un petit peu sur d'autres conversations, est-ce que c'est ça vraiment qui t'a fait arrêter la compétition, ou est-ce que dans ta tête tu avais déjà un petit peu changé de... Non, c'est pas ça qui m'a fait arrêter. Après, j'ai plus eu la possibilité de retourner. Ah, c'est vraiment... Moi, j'étais très dur avec moi. Quand même. Moi, j'avais envie, 100%, je l'ai encore aujourd'hui, j'ai jamais arrêté. Ah oui, j'ai jamais arrêté de rêver de ça et de pouvoir retourner. Le problème, c'est, mon idée, c'était, ou je reviens avec une équipe comme j'étais habitué à courir, et je ne veux pas être payé, ça me va très bien, ou je reviens avec une voiture pas compétitive, mais je vais être payé cher. Je vais être payé. J'avais gagné un peu d'argent, j'avais bien gagné d'argent. J'avais des sponsors comme Marlboro. Tu avais gagné de l'argent avec la course? Oui, avec les courses, oui. Moi, quand j'étais à l'ancien, j'avais Marlboro, Alpitour, que c'était la plus grosse boîte au monde de voyage, d'organisation de vacances. J'avais un constructeur d'essence qui s'appelait Erg, tu vois que c'était un truc italien d'essence. On avait des bons sponsors et on avait, l'ancien donnait, moi j'avais tout donné, l'ancien nous donnait les voitures, les pièces détachées. Moi j'étais le seul pilote qui courait avec Pirelli à la place de Michelin. Pirelli nous donnait les pneus et les sponsors ils payaient moi, ma vie, les coûts, ils payaient ma fiche de paye. D'accord. C'était l'ancien qui m'avait donné les sponsors, Aperol et tout ça, c'est eux qui m'avaient passé les sponsors. Erg et tout ça, c'est eux qui j'avais passé. C'est eux qui géraient tout ça à l'extérieur. Marlboro, c'était direct. J'avais signé par Marlboro dès que j'ai gagné la première course avec la Delta, à Motor Show de Bologna. J'ai signé 3 ans avec eux, 3 plus 2. Donc c'est vraiment l'accident qui a mis un terme à tout ça. Et oui, parce qu'après, moi j'avais une petite fille, j'étais très dur avec moi. J'ai tout de suite commencé à travailler le garage, j'ai ouvert le garage. L'accident, j'ai vu 19 janvier 96, septembre 96, j'ai ouvert le garage. Après, j'ai commencé à travailler. Mais j'étais déjà fait un crédit immobilier, j'avais vendu un appartement. Je ne peux pas m'arrêter et dire je vais jouer avec les voitures de course. Je devais être un métier. Il ne peut pas être un plaisir. Il y a un moment, la vie te rattrape. Oui. Après, le travail. J'ai continué avec l'école de pilotage beaucoup d'années parce que je voulais rester au milieu. J'ai eu des propositions que ça ne m'intéressait pas, la dernière dans les années 2000. Et après, j'ai complètement laissé tomber. J'ai tout oublié, je n'ai plus regardé, j'ai plus rien regardé, je ne suis plus allé dans aucune côté. Je ne peux pas, trop fort, trop dur pour moi. Je comprends. Trop dur, très dur. Mais alors là, comme tu dis que tu avais beaucoup de sponsors et tout, je me pose juste une question. Ne m'en veux pas. Est-ce que tu n'es pas meilleur vendeur que pilote? Parce que là, tu sais que tu avais quand même énormément de sponsors. Ce qui était ça c'est, tu sais, j'étais très jeune et après, nous, des fois, on a d'un côté très convaincu d'être trop fort, de l'autre côté, on se met toujours en question. Dans ma tête, j'étais le plus fort de tout le monde, tu vois. Et les chronomètres, ils m'ont toujours donné raison. Après, j'ai dit, c'est quelqu'un comme Marlboro, il met l'argent sur moi, ça veut dire qu'il ne met pas l'argent pour rien. En Italie, il y avait Michi Biasion, 2 fois champion du monde, Alessandro Fiorio,
et Raoul. Raoul qui c'était? Personne. Il avait gagné un championnat monomarque exordiant. Et c'est eux, ils sont venus à m'attraper là de rien et mettre de l'argent sur moi. Après, peut-être qu'ils se trompent aussi eux. Peut-être que tu te vends Non, bien. mais peut-être qu'eux, ils se sont trompés aussi eux, tu vois. Mais l'effet, comme elle a commencé la chose, elle a commencé hyper bien pour faire de la grosse carrière, tu vois. Les chronomètres, les temps, ils parlaient. Oui, Après, je ne sais pas si je serais devenu champion du monde ou champion de rien, tu vois. Qu'est-ce que je veux dire? Je n'ai jamais fait un championnat. Quand je suis passé sur les voitures Groupe A et Groupe N, je n'ai jamais fait un championnat entier. Ils m'ont toujours fait parce que j'étais tellement jeune. Le pilote de moyenne de rallye, il avait 29, 28 ans. Oui, alors, moi, je me suis trouvé à l'ancien à 22 ans. C'est jamais arrivé dans l'histoire. Aujourd'hui, c'est normal. À l'époque, ce n'était pas normal. Alors, l'ancien faisait faire Astra Team, c'était géré par Mauro Pregliasco. Il faisait faire quoi? 4 courses sur terre, 2 courses de championnat italien, 2 courses de championnat du monde, une course de championnat du monde, 2 courses de championnat européen. Parce que moi, oui, je faisais faire le testeur. Ouais, voilà. J'étais testeur, tu vois, je faisais le développement de la voiture avec eux. Mais en fait, quand ils arrêtent, c'est en 92, là. Du coup, tu es victime de ça, du coup. Décembre 92. Parce que s'ils n'arrêtent pas... Ah oui, je continue. Tu continues. J'avais un contrat jusqu'à 95, oui. 95, tu aurais peut-être fait championnat du monde, du coup. Ah, sûrement, peut-être, oui. Ou peut-être que je restais qu'en Italie, qu'en Europe. On ne sait pas. La carrière d'un pilote, c'est compliqué, tu vois. Tu ne peux pas savoir. Ça peut être que l'année après, j'explosais, je devenais champion de tous les champions, comme ça peut être que... Mais je me souviens me mettait à faire que le testeur et rien d'autre, parce que je n'étais pas, comment tu dis toi, peut-être que je n'étais pas qu'est-ce que j'avais besoin, tu comprends ce que je veux dire? Personne n'avait même pas encore compris mon niveau. Mais le fait que tout le monde il avait misé sur moi comme ça, je crois que le niveau il y avait. Tu vois. Je vois comme il parle encore aujourd'hui et comme il me respecte les personnes de l'ambiance de mon époque, encore aujourd'hui, me porte. Ça veut dire que peut-être qu'un peu de pied il y avait. Tu vois. Oui, bien sûr. Tu vois, bien sûr. sûrement. Non, mais en fait, tu as été victime aussi de. Et après, franchement, je n'ai pas pu démontrer tout ce que j'avais fait parce que le moment que j'aurais dû en sortir, j'arrêtais. Tu vois, les moments qu'on aurait dû faire le mieux, j'arrêtais de courir. Mais dans tous les cas, c'était mon travail. Et là, c'est la réponse. Moi, j'ai le contrat de Fiat avec écrit programme sportif, pilote, Alessandro Fiori, Raoul Marchisio, tu vois. Et ça, tout le monde y peut parler. Moi, je l'ai eu, tu vois. Moi, je l'ai eu, et les autres, je ne sais pas s'ils l'ont eu, tu vois. Et c'est quelqu'un comme eux, ils misent sur moi. Je crois que quelque chose, il y avait, tu vois. Je comprends que tu aies tout arrêté après. Que tu n'aies pas voulu aller les voir, Nico, parce que là, ça doit être un crève-cœur. C'est très dur, tu vois. Voir des pilotes que j'ai couru avec eux, que j'ai bagarré avec eux pour gagner, voir qu'ils continuent à gagner normalement des championnats d'Italie, même des championnats d'Europe. Et toi, à 20 ans, à 22 ans, tu bagarrais avec eux pour gagner contre eux. Tu étais débutant dans la groupe A et tu étais là, que tu faisais des résultats mieux qu'eux, ou tu faisais des scratchs avec eux, tu n'avais que 22 ans, tu avais toute la vie d'avant. Waouh! C'était pas facile, tu vois, c'était pas facile. Après, savoir où je serais allé finir, je ne sais pas. Tu n'as pas fini en dépression? Non, je ne peux pas me le permettre. Ah non, je ne peux pas me le permettre. C'est beau. Non. Et donc, à cette période-là, donc tu récupères ce magasin de façon assez étrange. Ah oui, c'est un ami qui devait faire lui. Qui devait partir. J'ai remplacé lui à sa place. Mais tu n'as jamais voulu vendre de voiture? Non. Moi, je faisais les marchés, je vendais les poules verts au marché. Nous, on faisait ça en Italie, on faisait ça. Après, Comment on devient vendeur de voitures? D'être un commerçant, de base, moi je suis un commerçant. On commençait à travailler à 12 ans et demi, à la base j'étais un commerçant. À la fin, aujourd'hui, tu vends du papier, mais demain, si tu vends des voitures, la technique c'est la même. Sauf que peut-être qu'il faut faire attention à qu'est-ce que tu achètes, qu'est-ce que tu n'achètes pas. Mais quand tu as compris qu'est-ce que tu vends, après tu es un commerçant. Il faut connaître le marché, tout ça. Il faut connaître le marché, mais ça vient tout seul. Il faut un réseau. Ouais, mais tu sais, à l'époque c'était différent. Il y avait moins de réseaux. Malheureusement, moi j'avais, tu sais, l'effet d'être pilote de rallye d'usine, ça t'a ouvert des portes hallucinantes. Toi, tu me demandais une voiture introuvable. Moi, je prenais le téléphone, j'appelais le chef Big Boss d'Audi. Oui, tu avais du réseau déjà. Tout le monde y m'aimait, parce que j'étais l'enfant de tout le monde. Moi, je me suis trouvé à 22 ans dans des endroits. Petit jeune. Oui, et j'étais l'enfant de tout le monde. Le mec, il avait 45 ans, j'étais son fils. Le mec, il m'aimait. Les mecs, à moi, ils m'ont tous aimé pour ça. Parce qu'après, tu sais, mon caractère, comme vous voyez aujourd'hui, moi, j'étais comme ça toute la vie, tu vois, sympathique, très rigolo, très amusant, très carré dans le travail, très dur, très investi dans ce que je faisais. M'a fini l'heure de travail, que s'amuser, et amuser au naturel. Pas de la drogue, pas de l'alcool, pas de rien, tu vois. Comme on était, tu vois. Oui, ils ont fait quelques époques de ça, ils ont fait un livre sur les pilotes de tout le Piemonte, non? Où il y avait Dindo dedans, il y avait tout ça. Et un copilote à moi qui l'a fait
42 rallyes de championnat du monde. Après, il a couru avec beaucoup de pilotes. Et à un certain moment dans le livre, il dit qui c'est le pilote qui t'impressionnait le plus. Et lui, il a écrit, j'ai couru avec tout le monde, mais le pilote qui m'impressionnait plus de tout, c'était Raúl Marquisio. La façon de se préparer, la façon de faire les choses. Et moi, je faisais ça. Moi, je faisais 8 heures par jour de salle de gym, 3 jours la semaine. Oui. Parce que j'avais un physique qui n'était pas fait pour faire le pilote de rallye. Pesait 50 kilos. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Conduire pour 45 km, 50 km, une Delta Gruppa. Il faut demander à les pilotes qui l'ont fait. Il y avait la direction assistée déjà ou pas? Oui, il y avait la direction assistée. On n'avait pas de cerveau-frein, on avait un frein à main très dur, on avait la boîte de vitesse avec les trucs à crabot. On mettait 6 vitesses, nous on ne mettait pas. Tu as déjà conduit des groupes B ou pas? J'ai conduit des groupes B, oui, j'ai eu la chance de conduire les groupes B. J'ai conduit la Delta S4, j'ai conduit la 205 Turbo 16. Ouais. En version compétition? Ouais. J'ai pas couru avec, j'ai fait que des exhibitions. Ouais, magnifique. C'est vrai? T'as les poils sur les bras qui montent? Incroyable. Ah, putain. Il manque quoi, l'Audi? Il manque l'Audi S1 et j'ai mon ex-beau-frère qui l'a dans sa collection et j'attends qu'il me la fait essayer. Marquisio a encore des rêves. Ouais. Ah non, beaucoup de rêves. C'est vrai? Ouais. Mais tu as tout essayé, non? Non. Nous, on n'arrête pas. Aujourd'hui, mon rêve, tu dirais, ça te fait rire, moi, mon rêve aujourd'hui, c'est de m'acheter un 997 GT3 de rallye Porsche pour faire que de la glisse de tous les côtés, pour s'amuser. Tu vois, moi, aujourd'hui, ma vie, elle s'empruntait sur l'amusement. Et nous, pilotes, on s'amuse parce que nous, quand on va de traverse, nous, pilotes, ex-pilotes, passionnés de voitures, tu peux nous appeler comme tu veux. Et des fois, les pilotes, ils disent, oui, tu sais, ils souffrent un peu ils ne vivent pas trop bien, mon retour des médias. Moi aussi, je n'ai jamais demandé tout ça. Il est arrivé comme ça. Moi, je transfère ma passion à tout le monde et tout le peuple, il aime et partage tout ce que je fais. Alors, des fois, il m'appelle pilote. C'est vrai, je ne suis pas un pilote. J'ai arrêté de courir en voiture 30 ans de ça. Je suis un passionné de voiture qui transmet sa passion à tout le monde. Tu vois. Et tu vois, et moi, l'effet d'être là, de traverse tous les jours, c'est magnifique. Et aujourd'hui, je crois que la voiture la plus intelligente qu'il y a sur le marché, le bruit, c'est un truc de ouf. C'est encore accessible parce que tu as certaines voitures de collection, ils ont pris des prix énormes. 997, elle est montée déjà un peu. Oui, tu peux acheter à 90 000 euros, voilà, 95 000. C'est pas 500 000. C'est pas 500 000, tu comprends? C'est vrai. Les pièces, les cardans, je regardais, ça coûte 900 euros les 4 cardans. C'est magnifique, tu vois. Tu peux les changer souvent. Eh oui, tu peux les changer souvent. Mais, tiens, puisqu'on parle de rallye, de pilotage, de glisse et tout ça, qu'est-ce que tu penses de ce week-end là, Oliver Solberg, qui a pris 5 minutes de pénalité parce qu'il a fait une petite glisse au Fairmont, là. C'est pas un peu triste? Non, alors tu vois, là c'est le problème, que nous, à la base, on reste des gros passionnés. Lui, il a vu le public, le public. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait... Une petite glisse. Tu comprends? Une erreur que malheureusement, une pro, il ne doit pas faire. Il doit se tenir. Tu vois, un passionné de ce qu'il fait, un amateur de ce qu'il fait, un mec qui te dit, ils l'ont mis sur les voitures à 12 ans, 13 ans, et non, lui, il aime encore faire ça. Oui. Là, c'est notre problème, tu comprends? Et tu trouves que c'est normal? Et lui, à 50... C'est pas normal. Le petit, il est jeune, hein, c'est Oliver. Oui, tu vois, et lui, à 50 ans, il ferait encore ça. Comme il le fait son père encore aujourd'hui, qu'il a gagné champion du monde. Nous, on est des passionnés, on est des malades mentaux. Je trouve que c'est pas normal, tu vois. Je trouve que... Mais... Qu'est-ce qu'on peut dire? On ne peut pas faire ça sur la route, on ne peut pas faire ça dans une ville. On le fait tous, pas en ville. En ville, je suis d'accord, mais on le fait tous sur la route. C'est pas le bon exemple. Tu peux même pas le faire sur circuit parce qu'on t'interdit de le faire. Aujourd'hui, ça interdit même de le faire en circuit. Nous prive de tout, tu vois. Moi personnellement, j'ai arrêté de faire les vidéos sur la route parce qu'on le fait que si les routes sont fermées. Ça, nous, on les faisait déjà avec les roues fermées. Moi, aujourd'hui, encore de plus. Les roues, ils doivent être fermées, ils doivent être contrôlées. Tout ça, il faut le faire en sécurité. Pour eux, c'est une mauvaise image. Pour la FIA, c'est une mauvaise image. Les pilotes, ils ne peuvent pas se le permettre. Moi, je sors avec des pilotes qui font le championnat du monde de rallye aujourd'hui, qui ont même gagné le championnat du monde, et ils ne peuvent pas faire ça. C'est interdit. Tu vois, eux, ils parlent avec le téléphone, ils ont des vidéos avec qui parlent au téléphone dans les mains, ils prennent des PV, ils prennent des amendes par la FIA. C'est un peu à limite de l'exagération, mais c'est des mauvais exemples, c'est des pros. Il ne faut pas donner l'exemple. Oui, mais du coup, alors, même toi, du coup, tu es un mauvais exemple. Malheureusement, oui, c'est vrai, tu as raison. On est un mauvais exemple. Mais c'est pas la société qui est partie un petit peu dans du trop sécuritaire. Et alors, on veut parler de doublage en F1, on veut parler de MotoGP. MotoGP, on a vu gagner Valentino Rossi faisant quoi? Faisant partir le mental à tout le monde et les foutant dehors tous.
Loris Capirossi, qu'est-ce qu'il avait fait à Rada? La base de la À course. la dernier virage, il a foutu l'air à Rada, il a gagné le championnat de monde, C'est lui. des mauvais Ta exemples vie, aussi. ma morte, ta vie. Tu vois, ma vie, ta morte. Tu vois, c'était comme ça. Et fini la musique, on gagnait. Aujourd'hui, tout a changé. On n'a plus le droit d'être nous-mêmes, tu vois. Les acteurs, ils ne peuvent pas dire des mots parce qu'ils sont des racistes. C'est autre chose encore. Et ils ne peuvent pas dire des trucs, il ne faut pas trop dire sur la femme, sinon on a les féministes qui nous tapent dessous, on ne peut pas faire les pilotes parce que sinon ils nous tapent dessous. Ils ont enlevé les femmes avec le parapluie sur le départ des Grands Prix parce qu'ils disent que c'était de l'exploitation de l'image de la femme. Demandez à les filles qui prenaient 1000 € pour le week-end s'ils sont d'accord. Ils sont plus d'accord, c'est son métier. Ils faisaient voir qu'est-ce que la nature lui a donné de beau. Il faut bien le faire voir. Nous aussi, on montre. Est-ce que ça, c'est pas italien, ça? Ça, c'est l'Italie, ça, non? Qui est comme ça. Un mec, il achète la Ferrari, il la montre, sa Ferrari. Mais en Italie, c'est pareil? Ah oui, oui, c'est pareil. C'est vrai? Ça, ouais. Moi, je croyais qu'il n'y avait qu'en France que c'était comme ça. Non, en Italie aussi. Partout. Oh, pétard. C'est compliqué. Triste, là. Mais comment on va faire? Raoul, on va où? On ferait tout privé, à port fermé. Voilà. Non. Si, on ferme. Non, on rachète. Pas possible. Si, on va dans la Creuse. On rachète un truc et on fait des routes et voilà. J'en parlais. Après, tu sais, après il y a tout en limite. Les choses, tu les fais en sécurité, tu peux les continuer à faire. Tu vois. Oui, mais la sécurité, c'est une vue de l'esprit. Non, c'est sûr. La sécurité totale n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça peut pas exister. Je tombe, je meurs. Ah oui, oui. Attends, alors on marche pas à pied parce que s'il tombe en vase de fleurs, il me tombe sur la tête. Voilà. Tu as vu à Aurélie de Monte-Carlo, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait 2 spectateurs. Il y avait une. Ils ont pris les rochers, ouais. Ils se pas les voitures qui sont. Un mec, il est fini comment dire, en réanimation. Hein. C'était grave. Ah oui, oui, oui. Et les pauvres, ils regardaient Aurélie, et c'était pas ni la faute de la voiture, ni la faute de rien. Ils sont tombés les pierres. Et qu'est-ce qu'on peut dire? On veut donner la faute au pilote? Non. Je te parle pas des électriques alors, non? Ouais, bah bon, si. Pourquoi pas. Tu vois, même la Dakar, qu'est-ce qui s'est passé? Les règlements, la Dakar, c'est hallucinant. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai découvert les arceaux pour 2 mm, c'est impossible. On peut pas même faire. La course en elle-même, tu te rends compte qu'est-ce qu'il y a derrière à tout ça? Le développement, le tout, qu'est-ce que ça coûtait pour un team comme Dacia, aller là-bas, après 2 mm d'arceaux. C'est pas possible. Bon, alors, on va revenir sur ton business. C'est une question que je me posais. Donc, depuis 97, 96 même, 96, tu fais ça, tu vends des voitures depuis quasiment cette époque-là. Ouais. J'ai vu que c'était une Saab, ta première vente. Première voiture en Saab 9000 cabriolet, oui. Ouais. Bon, tu n'as pas dû faire beaucoup de marge là-dessus aussi. En rapport, tu sais, sur les voitures petites, tu fais la même marge que plus que sur les grosses. Le pourcentage est toujours plus gros. Oui, mais la somme parce que tu achètes une voiture à 10 000, tu la vends à 12-13 et tu fais 20% de l'argent investi. Tu achètes un gros caisse, tu fais 5, 6, 7% maximum. Tu ne fais pas plus. Pourquoi tu ne fais pas des petites du coup? Moi, j'ai ouvert le garage à côté que je devrais faire que des petites. Oui, oui. Par contre, nous, on travaille aussi parce qu'on fait un travail qu'on aime. Et ça, c'est ma passion. À quel moment tu passes au supercar? C'est juste parce que tu voulais pouvoir les... Non, parce que le business, c'était mon rêve. Ouais. Et l'effet, avoir la chance d'être à Monaco, c'était pas compliqué d'en commençant à apprendre un dépôt-vente. Ah oui, parce que tu étais à Monaco avant de vendre des voitures. Moi, je suis venu à Monaco quand j'ai signé pour Lancia, décembre 91. Ah oui, d'accord. Décembre 90, pardon. J'ai ma carte de résidence, c'est par de mai 91. Oui, tes clients, c'est Monaco beaucoup? Oui, 80% c'est des Italiens, des étrangers qui habitent à Monaco. 80-90%. Et la France, il n'y a plus personne qui achète des voitures? Aujourd'hui, c'est très compliqué. Ouais. Très compliqué avec la France, avec l'écotaxe et tout ça, c'est très compliqué. Ils ont tué le marché. Hein. Complètement. Et les clients, ils n'ont même pas encore compris que sur les hybrides, ils ne payent rien. Tu vois, ils sont dans une situation qu'ils ne comprennent pas. Alors que les taxations vont arriver sur les hybrides. Ils auraient dû se dépêcher. Parce qu'il y a le poids, nous, maintenant. Oui, déjà, il y a le poids. Enfin, bref. Et je me dis, là, donc ça fait presque 30 ans, du coup, que tu es là. Ouais. Et comment on fait pour durer 30 ans dans ce milieu? Qu'est-ce que tu as de plus que tous les concurrents? Parce qu'à Monaco, il y a un vendeur de voitures. Je crois partout. que moi et le garage de PM, on est les deux, qu'on a commencé la même année. On est restés que les deux, tout seul. Moi, je suis seul. Lui, je crois qu'il a changé quelque chose. Mais moi, je suis toujours resté tout seul. Je suis une activité à mon nom propre. Moi, je crois que le fait d'être resté ici 30 ans, ça répond à ma façon de travailler et la chose. Je ne serais pas été comme je suis et dans le travail et la sérieuxité aussi, parce que c'est pas que je veux me dire, mais c'est encore à la fin, comme quand, tu sais, quand il dit oui... Non, mais le sérieux, ils sont tous plus ou moins sérieux. Toi, dans les voitures, c'est pas comme ça simple, tu sais. Après, il faut être assumé les problèmes. Hein. Ah oui, il faut les assumer. La sérieuxité, je dis ça.
C'est pas que les autres sont des voyous, mais la voiture, elle a plein de vis cachées derrière, plein de problèmes, que des fois, tu travailles, tu as vendu 4-5 voitures pour rien gagner, même pas de l'argent. Hein. Est-ce qu'il ne faut pas savoir acheter les... Enfin, il faut savoir acheter, il faut savoir faire, mais la voiture, elle est pleine de vis cachées. Aujourd'hui, en particulier, tu ne diras jamais que son différentiel sur la voiture, il fait de bruit. Et toi, qu'est-ce que tu fais? C'est toi le responsable après. Tu es responsable pour 2 ans. Alors, tu fais des garanties, mais des voitures, des fois, les garanties ne couvrent pas, et toi, tu payes. Parce qu'à la fin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu cherches un accordement aussi avec le client. Parce que nous, on lui propose les garanties. Le client, des fois, pour dépenser moins, il ne veut pas la garantie. Et alors, après, tu interviens que sur un parti, tu vois. Mais après, c'est la constance, la passion, c'est elle qui m'a fait rester ici plus de 30 ans. Si je pense moi aussi que j'ouvre cette porte depuis 28 ans. Parce que je vois des structures où il y a 50 voitures dedans. Enfin, sur Paris, on en voit quelques-uns. Là, ils ont des. Mais nous, moi, j'ai hangars, 54 voitures à la vente. Hein. Combien? 54. En fait, c'est parce que ça a l'air tout petit ici. Oui, mais non. 54 voitures à la vente ici et 12 sur MC Auto. Ça veut dire 67 voitures à la vente. Ah, d'accord. Je me suis fait avoir par le petit magasin. La structure, déjà, ça ressemble petite, mais c'est un gros travail derrière. Hein. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai vendu les années derrière, cette année, non. Je vends de moyenne de 100 voitures par an, une dizaine de voitures par mois, entre 8 et 10 voitures par mois, haut de gamme. Hein. C'est énorme. Hein. Oui, non, mais je n'avais pas perçu. Ah oui, oui, que dans cette RM Auto, hein, entre 8 et 10 voitures par mois. On vendait aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on est à 5, 6, 8, 3, ça dépend. C'est pas facile en ce moment, c'est très compliqué. Tu as déjà vendu une électrique dans ta vie? J'ai vendu quelques électriques, oui. Hier, j'ai acheté même un Fiat 500 électrique. Le marché, il demande, il faut faire ce qu'il doit. À la fin, c'est un travail. Ouais. Je n'ai pas vendu beaucoup, hein. J'ai vendu 1 ou 2 voitures, vraiment j'ai vendu quoi? J'ai vendu un Tesla une fois. J'ai pas vendu j'ai vendu des hybrides beaucoup. Ouais. Lexus, j'ai vendu beaucoup. Toyota hybride, j'ai vendu beaucoup. Ah, tu ne vends pas que des grosses... Ouais. Ah, non. C'est pour ça que je vends de l'autre côté. De l'autre côté, on vient acheter avant-hier un Fiat 500 électrique pour le vendre de l'autre côté. On avait vendu une petite, je crois... XM électrique, des petits trucs, ça arrive. Oui, pour les voitures sans permis. Les voitures sans permis électriques. Et je discutais avec Horacio Pagani, qui expliquait que lui, ses clients, ils ne veulent pas en entendre parler. Même pas des hybrides. Hein. Il voulait, sur la Utopia, il a dit, moi au départ, ça devait être une hybride. Et ils ont dit non. Déjà, ils veulent une boîte manuelle. Il m'a dit, c'est qui? C'est Gordon Murray qui disait, moi je ne comprends pas les clients qui veulent une boîte manuelle sur des moteurs de 800 chevaux. C'est un peu débile. Inconduisable. Oui, on est d'accord. Ça enlève de la performance en pagaille. Ça tout. Mais nous, c'est un mec de notre époque. Hein. Les acheteurs, c'est des gens qui ont nos âges. Eh oui, parce qu'après, tu sais où c'est 80% des acheteurs de ce type de voitures, ils ont un âge où ils veulent les voitures de son époque, ils n'ont pas pu s'acheter. Tu vois, qu'est-ce que tu fais? Tu roules avec un truc, tu veux la boîte manuelle, parce que tu crois de prendre plus de plaisir. En réalité, oui, tu prends plus de plaisir, mais la boîte auto, c'est extraordinaire. C'est l'évolution de l'époque, tu vois. Une PDK de chez Porsche, c'est beau. Hein. C'est beau. Les boîtes de Ferrari, les boîtes de Ferrari, pareil. Lambo, c'est plus rude, c'est plus fort. Tu as des sensations quand ils changent la Ventador SV. Sur la Ventador, ouais, mais ça, c'est une boîte préhistorique. Ils donnent 2 coups derrière que tu dis, waouh. Oui, mais c'est très beau pour nous qui on est un peu vulgaire, donc on aime la vraie mécanique, les vraies choses, le bruit, la voiture difficile à conduire, c'est magnifique, tu vois. D'accord, ouais, donc tu as quand même un large panel de vente de voitures. Ah oui, nous on part à 10 000, on arrive à des millions. Oui, on est obligé. Du coup, ta plus grosse vente, c'est quoi? Ben, les plus grosses ventes, c'est les Ferrari Enzo, les Bugatti. Oui. Bugatti, Senna, Alors, ça perd en compte, parce qu'une Bugatti neuve, c'est 3 millions d'euros maintenant. Aujourd'hui, c'est pas des voitures de placement, ça. C'est des voitures qui t'achètent. Non. Déjà, la première marque pour gagner de l'argent, c'est Ferrari. Mais déjà, les voitures, il ne faut pas... Tu vois, le problème que nous, on vit aujourd'hui, c'est ça. Parce que nous, on achetait les voitures, tout le monde, ils achetaient les voitures parce que c'était des passionnés de voitures. Oui, ils ne faisaient pas de la spéculation. Non, tu n'as jamais vu un vrai collectionneur de voitures qui achetait la voiture pour placer de l'argent. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, le 80% d'acheteurs de voitures, c'est des moyens passionnés de voitures, mais plus pour placer l'argent dans un truc, avoir l'objet, aussi parce que l'objet, ça donne du prestige, tu vois. C'est quelque chose de prestigieux et tu as mis l'argent dans un endroit où tu ne le perds pas, d'accord? Où tu as toujours ton valeur, même tu as gagné un peu. Mais nous, on a acheté les voitures parce que ça nous plaisait, parce que c'était un rêve.
Moi, j'ai toujours acheté des voitures, des voitures que je perdais, comme la Carrera GT, tout ça. J'achetais, je disais, bon, si j'ai besoin d'argent, combien je perds? Ah ouais. J'ai jamais acheté disant combien je gagne. Même dans mon métier. Je disais, si je ne la vends pas tout de suite, parce que combien de fois, moi, je crois que le 80% du succès de mon métier, c'était ma passion. Parce que le 80% des achats que j'ai fait dans ma vie, à partir de la Fiat 500 Abarth à la Enzo, à la Senna, j'ai fait parce que quand j'ai vu le G, je suis tombé amoureux. Moi, j'ai acheté des Fiat 500 parce que je les aimais, toutes jaunes, intérieur noir, le cuir, le truc, des trucs que j'aimais. Je voyais les voitures, je tombais par terre et j'achetais. Je prenais du plaisir à venir à la maison et je disais, tu as ça, je crois que ça, c'est la passion. Et ça a disparu, ça, plus ou moins. Ça, pour moi, ça reste encore. Moi, je ne vois plus que mes clients sont les fiches. Première discours, c'est je peux gagner de l'argent. Non, tu ne gagnes plus d'argent. Aujourd'hui, c'est fini, il faut arrêter. Ah ouais. Aujourd'hui, on reviendra comme 5-6 ans de l'époque. Qu'est-ce qu'on achète? On achète Porsche si on ne veut pas perdre beaucoup d'argent. Porsche, on sait qu'ils perdent 10-15% les premières années. Après, 20. Et après, ils se stabilisent à moins 30, 35, ils ne perdent plus. Mais tous ces modèles exclusifs qu'ils font là, en série limitée et tout ça, même ça, tu ne gagnes pas d'argent dessus? Tu ne gagnes plus. Mais on voit. Les prix sont trop hauts. On voit toutes les voitures. Aventador SV, quand j'ai acheté Aventador SV, Ferrari m'appelait me dire, la concession Ferrari, Raoul vient donner la compte de la Ferrari Tour de France, de l'F12 Tour de France. Je n'avais pas les sous pour acheter les deux. J'ai choisi d'acheter l'Aventador SV parce que je suis un passionné de la voiture, de le style de la voiture, parce que j'ai pensé que c'était l'héritier, la vraie héritier de la Countach, c'est l'Aventador SV. L'Aventador. Et je pas acheté la l'F12. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux que dire? Son part d'argent, je regrette énormément. Il a fait 3 fois l'argent. Ah j'aimerais 1,5 million à la place que 400 000. Mais je m'en fiche. Le plaisir que je prends quand je démarre mon Aventador SV, Ferrari, Tour de France, tu prendras le même plaisir. Mais je fais un choix qu'aujourd'hui, je ne regrette pas. C'est comme dire, c'est comme le choix. Ça veut dire que tu peux pas, même toi qui es un connaisseur, tu peux pas savoir à l'avance. Parce que j'ai jamais acheté une voiture pensant de déplacer l'argent. J'ai acheté les voitures parce que j'aimais ce type de voiture. Je me suis vendu la Ferrari Enzo parce que j'aimais pas la voiture. Et l'F40, je l'ai là, j'en ai 2 et je changerai de ne pas les vendre. Tu comprends ce que je veux dire? La Carrera T, j'espère de devoir jamais la vendre. Ce seront les dernières choses que je vendrai et je crois qu'ils seraient mes enfants. Si moi je suis arrivé à les garder, que quand je serai enterré, ils les vendront s'ils veulent les vendre. S'ils veulent regarder un souvenir de son père, ils les garderont. Est-ce que pour les gens qui nous regardent, est-ce qu'il y a une marque qu'il faut éviter si on ne veut pas trop perdre d'argent? Bon, tu sais, il ne faut pas éviter parce qu'à la fin, moi, qu'est-ce que je peux te dire? Les Mercedes AMG, les BMW Série M, là, tu perds, les Jaguars, tu perds énormément d'argent. Les Aston Martin, mais comment tu ne peux pas acheter un Aston Martin? C'est un passionné de voitures, ce sont les plus belles voitures qu'il y a sur le marché. Après, tu sais, moi, je prends des plaisirs quand les voitures ils bougent, les mecs qui disent c'est inconduisable, c'est magnifique. Aston Martin, il bouge de tous les côtés. Ils ne les conduisent pas. C'est un truc, tu prends du plaisir énorme. Le bruit, le 12 cylindres d'Aston Martin, c'est extraordinaire. Les voitures, l'esthétique, tu ne peux pas me dire qu'un Aston Martin, et oui, on perd beaucoup d'argent. Oui, mais attends, et achetez-la d'occasion. C'est sûr, il ne faut pas l'acheter neuve. Tu l'achètes neuve, si tu ne veux pas perdre beaucoup d'argent, tu ne peux pas acheter neuve. Mais chance qu'il y a beaucoup de clients qui achètent neuve, et nous derrière, on les achète d'occasion. Moi, je vends le 10% de mes chiffres d'affaires, je fais avec Aston Martin. Et avec Porsche, je fais 12-13%. Pour te dire, je vends tant d'Aston Martin que Porsche. Tu sais pourquoi? Pourquoi je suis l'amateur d'Aston Martin? Moi, tu me ramènes une Aston Martin ici, tu me l'as vendu à 80%, parce que je craque. J'ai acheté plein de Aston Martin DBS, de Vanquish, des trucs comme ça, parce que j'aime, c'est magnifique. Et moi, comme tous les particuliers, et si je n'ai vendu pas tout de suite, j'ai perdu de l'argent. Mais c'est le plaisir, tu le sais très bien. Et quand tu veux rouler avec une voiture, tu vas où là? Parce que la Turbi, c'est un peu nul. Hein? Ben non, tu sais, les voitures, alors déjà, tu peux rouler, t'amuser sans aujourd'hui, tu sais, les limites sur la route de montagne, c'est entre 80 et 100 km à l'heure. Regarde que dans une route de montagne, rouler à 80 à l'heure, tu prends d'énormes plaisirs. C'est très vite. Énorme plaisir. Après, si tu te passes de 10 km à l'heure, tu ne fais aucune délit. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Rouler à la montagne. Tu vois, les montagnes, tu prends des plaisirs énormes à rouler entre 80 et 100 à l'heure. Et les limites sur les routes de montagne, c'est 80, 90. Oui, tu roules, hein, tu fais des routes de montagne, tu montes au Tourini, le tour c'est 80, 80. Oui, mais tu prends du plaisir. C'est lourd, mais le bruit, tu sais, le bruit d'un Aventador dans les routes de montagne,
C'est un truc extraordinaire. La voiture, il crie, fait le, comme on dit, quand dans les montagnes en Italie, on dit rimbomba, non? Il fait le ça son, résonne, ouais, ça résonne. Il y a de l'écho. Hein. Wow, c'est un truc hallucinant. Un GT3 tu me donnes RS, envie, là. Un GT3 RS, moi, des fois, on part avec des copains, on part le matin, le matin, on fait des tours, on va à Ventimiglia, à Ventimiglia on monte, on va à Breil on monte à Suspel on arrive au Turini, on mange au Turini, on redescend, on vient à Monaco, on a fait 2h30, tous tes soucis de ta vie, tu les as oubliés pour 2h30 avec des copains qui attaquaient la même passion et tout le monde est remis à zéro le contact et on est prêt à retourner à travailler, les problèmes. Il faut le faire plus souvent. Non, ça ne fait rien de spécial. On part en groupe, 6 ou 7 voitures, on respecte les limites. Hein. Il y a toujours l'ouvreur d'avant qui roule, mais l'ouvreur qui rouvre à 90 euros, à 80-90 km/h dans les routes de montagne, c'est pas, t'inquiète pas, que des mecs qui ne nous suivent pas. Hein. Des mecs qui ne nous suivent pas. Hein. Le bonheur selon Raoul Marquis. C'est comme ça. Non, on est des gars à la fin. Tu as 100 000 euros aujourd'hui, tu veux débuter une collection de voitures et te dire, bon ben, je mets 100 000 sur une voiture, je la revends, je vais pouvoir peut-être acheter mieux. Tu prends quoi avec 100 000 euros? Écoute, alors aujourd'hui, déjà, il faut dire qu'est-ce que tu veux faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a la collectionneur de voitures, c'est vraiment le mec qui veut des voitures vieilles. Alors là, tu es obligé d'aller sur un Ferrari 308, des trucs comme ça, et tu achètes un beau produit, des belles Porsche 911, tu sais. De la Porsche, tu peux partir dans la simple 911 de 82-83 avec 5 000 euros. À partir de 50 000, tu arrives à 997 turbo. Tu achètes des beaux trucs, tu as des Youngtimer, tu as des 964, des 911 3 litres 2, tu as des belles voitures jusqu'à 5 000. Et Ferrari, c'est la même chose. Ferrari, tu peux partir à... Aujourd'hui, la 355, c'est un peu plus compliqué. Bah, tu rajoutes quelque chose, c'est pas 100, c'est 120. Tu arrives à les acheter, tu peux partir de la 348, même un mondial, c'est à des enfants, c'est un Ferrari. Hein. Le mondial, ça va gagner, ça? Mais oui, ça ne va pas perdre en tout cas. Ça ne va pas perdre, c'est mieux qu'un placement bancaire. Parce que qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, tu mets à la banque, ça te rapporte quoi? 2,5-3%. T'inquiète pas que peut-être que la Ferrari ne monte pas pour 5 ou 6 ans, 5 ans, il fait le 40%. Et tu rajoutes un 5 ans, tu as fait le 8% en 5 ans. Et tu as fait plus que l'argent placé à la banque. Tu as pris de plaisir. Un mondial, c'est un super Ferrari. Tu as des enfants, tu mets les enfants derrière, tu sors le dimanche, tu vas te faire un rassemblement avec tes copains, tu sors quand même un Ferrari, tu prends énormément de plaisir. Et tu dépenses quoi? 40 000, 45 000? Un entretien, c'est pas trop cher? Mais non, aujourd'hui ça va, tu fais un entretien en mondial, tu n'as pas besoin de descendre le moteur pour faire les coulages, tu dépasses 2500 euros, une fois tous les 10 ans. Ouais. Sinon tu dépasses 1000 euros, 1500 euros. À part les coulages que tu dépasses 2500, 3000 euros, le reste c'est des entretiens à 1000 quelques euros. Ouais. Aujourd'hui tu vas faire un entretien en Fiat 500 bahts, ça coûte 800 euros. Hein. Non, à la fin, tu le fais. Déjà c'est des voitures que tu n'as pas besoin de faire l'entretien tous les ans, tu le fais 2 ans, tu peux changer l'huile tous les ans. À changer l'huile, si tu ne veux pas dépenser, tu vas chez n'importe qui. C'est un vidange, tu l'as fait avec 300 euros, 400 euros. Mais même chez Ferrari, tu vas chez Ferrari, tu dis, je veux que la vidange, et les mecs, ils te prennent 700, 800 euros, hein, ils ne te prennent pas 3000. Hein. Aujourd'hui, les prix, moi, je travaille beaucoup avec les concessions. Pourquoi aujourd'hui, le prix de la concession, c'est identique au prix de le professionnel expert dans des Ferrari ou des Porsche qui a Pampano. Et moi, je préfère aller chez les concessions. Oui. Je préfère un tampon Ferrari, c'est mieux, un tampon Porsche, c'est mieux, un tampon Aston Martin, c'est beaucoup mieux. Et en prix, c'est pas plus... Et aujourd'hui, il y a des voitures. Après, il faut voir qu'est-ce qu'on cherche. Moi, comme j'ai toujours conseillé à tout le monde, Ferrari 599, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, tu la payes autour de 120. C'est un peu plus. 12 cylindres Ferrari, le bruit, c'est un truc de ouf. C'était magnifique, tu vois. Après, on a des voitures modernes comme la Mercedes GT. Ouais, une GT. Une voiture comme ça, 80 000, elle n'est pas justifiée. Il faut acheter tout de suite. Tu prends ton plaisir, tu perds quoi? Tu la vends à 70 000 au bout de 2 ans. Tu as perdu quoi? Tu achètes un Audi A3, tu payes 50 000 et tu as 25, 30 000 au bout de 2 ans. Tu as roulé avec un Mercedes magnifique et tu vas travailler. Écoutez ce que dira. Tu vois, tu prends du plaisir énorme. Il y a des voitures extraordinaires aujourd'hui sur le marché à des prix 997 turbo, 90, entre 85 et 95 000 euros. Oui, vu le prix des voitures neuves aujourd'hui. C'est délirant. Une Audi RS3, ça coûte ça. Je m'achète un 997 turbo. Une 911 de base, c'est carte grise 50%, et ta voiture que tu ne perdras jamais ton pognon, tu as toujours ton argent, il fait un entretien tous les 2 ans,
Entretien, c'est 1300, 1400 euros. Un RS3, c'est 800, 1000 euros. Hein. C'est pas 250 euros d'entretien sur un RS3. Hein. Voilà. À la fin, tu as toujours ton argent, tu as placé. Et après, qu'est-ce que tu fais? Si tu fais aujourd'hui, tu fais un crédit, tu payes ton crédit, tu t'arrives que tu as toujours ton valeur. Et un jour que tu as fini de payer ta voiture au bout de 3-4 ans, tu as mis de côté encore 30-40 000 euros, tu peux faire la grade. Tu donnes ton truc arrière que tu as payé 80, ça vaut 90, peut-être même ça, tu rajoutes 30-40, tu as 140. Et là, tu passes, tu fais une upgrade énorme. C'est qu'est-ce qu'on a fait tous. Tous, on a fait comme ça. Moi ici, hein. Moi, la même chose. La recette. On a fait on a acheté, on a vendu, on a acheté, on a vendu, et on a fait des upgrades comme ça. C'est comme ça que ça commence. Raoul, il a commencé comme ça. C'est sûr que si on va acheter un RS3 neuf, on ne fera jamais des upgrades. Parce qu'on va acheter un Audi RS3 neuf, on la paye 90 000 euros, et au bout de 3 ans, on se trouve 60, et on retourne, on recommence de zéro. Tu vois, mais les passionnés de voitures, ils ne font pas ça. Les passionnés de voitures, tu les vois avec la vieille Porsche, et après la vieille Porsche, ils font un upgrade, ils font un peu de travaux, ils la mettent en état avec le copain carrossier, ils remettent en état les jantes, un truc, et il se fait un petit plus-value. Tu vois, il paye son crédit dans le côté, le débit il descend, le valeur il prend, et tu te trouves de l'argent dans les mains que tu ne savais pas d'avoir. C'est simple comme ça. Voilà, vous avez tout le... On dirait que c'est simple, c'est pas simple. Non, mais je dis c'est simple. Après, les années, ils passent tellement vite que tout... Pas de RS3 pour commencer. Non, c'est pas de RS3, c'est magnifique. Mais oui, le RS3, c'est un produit moderne. C'est pas un produit placement, c'est pas un produit pour un passionné qui veut faire... Il veut faire sa petite collection. De toute façon, aujourd'hui en France, neuf, tu ne peux pas acheter. Hein. C'est impossible. 60 000 euros de malus, on a fini. Je me posais la question un peu de tous ces jeunes là qu'on voit courir partout, là, qui viennent te prendre en photo. Je me demande s'ils sont intéressés vraiment par la voiture ou simplement par le fait de se prendre en photo devant la voiture. Alors moi, j'ai vu ça, j'ai vu très fortement ce sentiment. J'ai eu une passion extraordinaire. Les passions, ils ont un respect vers toi. J'ai vu des enfants, je dis plusieurs fois, pleurer. Que les mecs ont fait les photos, tu lui mets la main sur le dos, le mec il tremble, il est en train de faire une photo. Ils te transmettent des choses que c'est mieux que voir. C'est comme voir gagner des championnats du monde de rallye, tu vois. C'est la même chose, tu vois. Moi aujourd'hui, je vis quelque chose avec les réseaux que je ne sais pas si je les vivrai. Pour ça, je dis merci à tout ça. Pourquoi? Si même j'avais gagné quelques championnats du monde de rallye, aujourd'hui, à 55 ans, je ne vivrais pas qu'est-ce que je vis. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai mes copains, Mickey Biasion et tout ça, je suis sûr qu'eux, ils ne vivent pas. Ils n'ont pas le suivi que j'ai moi aujourd'hui. Parce que, et qu'est-ce que je vis, c'est extraordinaire. La passion, c'est incroyable. D'un l'autre côté, je croyais de partager ma passion avec des personnages que j'ai fait des vidéos, qui ont beaucoup de followers, mais ils ne sont pas des passionnés de voiture, ça ne lui intéresse pas. La voiture, c'est un moyen de show-off, de se montrer, de faire voir qu'ils font de l'argent, de faire voir... Nous, on est des passionnés de voiture, nous, on est des malades mentaux. Nous, ce n'est pas 1 500 000, non, nous, c'est la voiture. Toi, tu m'appelles, il neige, tu m'appelles la nuit, je viens avec toi à faire des coups de frein. Moi, pour moi, aller faire un tête à queue, un virage de travers sur la tourbille, je ferais ça toute la journée. Je ne fais pas ça pour 1 million de views. Je fais ça parce que c'est ma vie. Je voudrais faire ça tous les jours. Et d'un autre côté, je ne peux pas demander que les autres soient passionnés comme nous. Non, je te le dis franchement, je n'ai pas trouvé cette grosse passion comme nous. Nous, eux, aujourd'hui, c'est Raoul parce qu'il fait de drift. Demain, c'est le mec qui fait, je ne sais pas, les montres. Et après, c'est le mec qui va sur l'Everest. Et après, c'est le mec qui va de notre côté. Nous, c'est la voiture. Nous, on n'irait jamais sur l'Everest, parce que ça ne m'intéresse pas aller sur l'Everest, moi. Tu comprends? Je n'ai pas la passion pour l'Everest, je n'ai pas la passion pour le ski, je n'ai pas la passion pour les habits et les chaussures. Moi, c'est la voiture. J'aime m'habiller de belles chaussures de même, mais ce n'est pas ma vie. Tu vois, les chaussures, je les change quand j'ai besoin de les changer. Mais les ça pneus... veut dire que tu seras peut-être moins visible avec... Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Nous on est moins visible, mais on fait ce qu'on aime. Tu vois? Ma vie, c'est mon rêve. Ma vie, moi, la seule chose que j'aimerais, que mes enfants ils puissent vivre qu'est-ce que j'ai vécu moi. Moi, parce que au début, j'étais un gamin qui a réalisé son rêve, qu'il est devenu professionnel pilote. Je ne sais pas si j'aurais gagné des championnats de monde. C'est ma vie, c'était belle comme celle que j'ai vécue moi. Parce que dans le côté, j'ai vécu la même chose. Je suis en train de vivre les mêmes choses comme si j'avais tout gagné. D'accord? Parce que j'ai des suivis comme les grands champions des rallyes et tout ça. J'ai des suivis comme ça et j'ai aucun stress. Parce que moi, je partage le beau de tout ça. Tu vois? Et c'est extraordinaire.
à la fin, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que je vis aujourd'hui, moi, 55 ans, c'est qu'est-ce que j'aurais vu vivre à 30 ans. Ouais. Tu vois, à la fin, et là, moi, je suis vraiment en point de choisir de faire ça de métier, mais pas de métier, faire ça tous les jours. Ça ne m'intéresserait pas, parce que je vivre de tout ça, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Alors attends, qu'on soit clair, tu voudrais faire quoi tous les jours? Tu voudrais être sur les réseaux tous les jours? Tous les jours, faire Raoul que vous voyez, faire l'imbécile tous les jours en voiture. Oui, tu aimerais moi, je reçois, je peux te faire voir mes adresses email. Hier, il m'appelle, comment ça s'appelle, Mathieu, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, qui fait les trucs en Laponie, et pour m'inviter à aller à faire le cours sous la grâce avec lui en Laponie. Tu ne crois pas que moi, je suis déjà en train de tout décaler, mes rendez-vous de travail pour ne pas y aller? Et peut-être que je ne peux pas y aller. C'est la folie. Parce que comment tu ne peux pas? Et pour moi, regarde, mais viens là, Porca Vaca, je ne peux pas regretter ça. Pegasus, là aussi, m'invite à faire des courses de drift avec eux. Je ferais ça toute la journée. Moi, je ferais... mais il te faut une équipe. Là, c'est un métier, ça. C'est un métier. Parce que mais à 55 ans, j'ai vraiment envie de faire ce métier. Je te le dis franchement, je le déclare ici. J'ai vraiment envie de faire ce métier. L'influenceur. Non, mais pas l'influenceur. M'amuser tous les jours avec les voitures. Et partager avec qui aime avec comme moi, parce que je crois que j'ai 300 et plus 1000 followers sur Instagram et j'ai que cette chose d'Instagram, je n'ai pas des autres raisons, parce que je ne connais même pas comment ça marche et tout ça, ce n'est par hasard. Tu vois, je crois que le 80% de mes followers sont des vrais passionnés qui partagent des choses avec moi. J'ai retrouvé des copains de l'époque des courses, je trouve des personnes qui ne connaissaient pas, qui ont mon âge, que du positif. Et je crois que tout le monde il peut me comprendre. Moi, aujourd'hui, j'ai trop de crédits immobiliers encore à payer, j'ai encore beaucoup de dettes, et je suis obligé d'avoir un travail pour m'aider à payer parce que les loyers ne sont pas suffisants pour payer ça. Mais si j'avais le moyen aujourd'hui peut-être de vendre un peu de stock de voitures à couvrir tous les crédits immobiliers, pour pouvoir me permettre, je voudrais vivre ça plein temps. Mais plein temps, pas à faire le youtubeur, non, à vivre ma passion. Et c'est ma passion, ça veut dire la partager avec les autres, devenir youtubeur, devenir influenceur. C'est ça, c'est le nom. C'est le nom qu'on attribue à Raoul, bienvenue. Mais moi, c'est Raoul, tu vois. Voilà. Moi, je voudrais vivre de cette passion. Si je voudrais faire ça de passion, de métier aujourd'hui, ça serait mon rêve. Avoir la capacité. Est-ce que ça t'a amené de la clientèle pour les voitures? Pas tant que ça? Tu sais, moi, tu vois, dans aucun côté, je fais de la pub à mon garage. Ça, c'est une grosse erreur. J'ai jamais travaillé sur soi. Aujourd'hui, le 70-80% des appels que je reçois par téléphone, à un certain moment, ils disent « Votre voix, je la connais. Vous êtes Raoul ?» Il me dit « Oui, c'est moi. » Les mecs, ils ne savent même pas qu'est-ce que je fais de métier, tu vois. Parce qu'il y a notre suivi, ils partent de 10 ans, 8 ans, 7 ans, il arrive à 80 ans. Et les mecs, ils ne sont pas assez curieux d'aller voir vraiment qu'est-ce que tu fais dans la vie. Pas tout le monde, ils regardent ton, tu vois. Ils ne vont pas voir RM Autosport. Moi, je raconte qu'est-ce que je fais, mais je ne donne jamais trop de la visibilité à mon travail. Et ça, c'est une erreur. Hein. C'est une grosse erreur de ma part. Hein. Parce que ça me porterait beaucoup de business. Beaucoup de business. En plus, tu vois qu'il y a beaucoup de garages qui travaillent que sur ça. Et c'est très important. Mais on revient à ça. Moi, je ne suis pas d'influenceur. Tout ça, ce n'est pas un truc commercial. Tout ça, c'est que de la vraie passion. C'est que partager qu'est-ce que j'aime avec les autres qui aiment comme moi. Moi, rien d'autre, tu vois. Bah écoute, j'espère pour toi que ça va t'apporter des clients un jour ou l'autre, parce que ta personnalité, en tout cas, c'est peut-être ça qui attire aussi les gens. C'est sûr. Donc bon, après, il faut un peu un carnet de chèques quand même, parce qu'il y a de beaux outils. Là. Bon, allez, dernière question, parce que... sinon on ne finit plus, nous, on reste là à 3 heures. Exactement, il ne faut pas commencer à discuter avec moi. Et après, on doit faire un petit tour en voiture aussi. On fait un tour dans les parkings ou non? Vous aimez, non? Je voudrais vous inviter. Moi je dis oui. On prend une voiture ici, on monte on a un parking, on a quelques voitures ici, après on monte l'autre parking, que j'ai quelques voitures à moi et quelques-unes de le garage un peu ici proche. Je vous montre quelques voitures. Mais si on peut les démarrer. Ils ne sont pas tous ici. On démarre une, ça va. Enfin, une la plus bruyante. Attends, je sors, hein. Andiamo? On y va, allez. Moteur différent. La plus belle, celle qu'ils appellent la GT, tu vois. Ça c'est le plus beau bruit au monde. Je suis content. Bon, allez, 2 questions pour finir, vite fait. C'est quoi ces accidents F40 là? Qu'est-ce qu'ils font les gars? Parce que j'ai vu que tu roulais en F40. Qu'est-ce qui s'est passé là?
En ligne droite, ils accélèrent et ça c'est des part. voitures de notre époque, on revient à les choses. La voiture, elle a le moment de la sous-couple. C'est une voiture qui est jusqu'à 3800 tours. Je crois qu'il a 100 chevaux, 120. Et après, il a 480. Et il y a un moment de sous-couple qui, même si c'était en bas vitesse, tu regardes la dynamique des accidents, c'est tous la même. Oui. Troisième, en accélération. Ils sont tous en troisième, en accélération. Et là, il s'appelle le moment de le sous-couple. Les voitures n'ont pas de contrôle traction. Et c'est quelque chose que ça peut arriver à tout le monde. Ah oui, ça peut arriver à tout le monde. C'est pas une faute de conduite. C'est un moment où tu perds le contrôle de la voiture, tu n'as pas le bon rapport pour avoir la puissance pour la ramener, et tu te fais surprendre. C'est des voitures qu'il faut les faire bouger. Il ne faut pas attendre qu'elles bougent. Il faut les rentrer dedans, quoi. Ouais, il faut les conduire. Sinon, il ne faut pas abuser d'eux. Il faut vraiment rouler tranquille. Et sinon, si tu veux enfoncer, il faut enfoncer, il faut partir dans la première, à la deuxième, à la troisième. Alors là, tu es prêt à tout, tu vois. Tu es prêt que la voiture glisse, tu contrôles, tu sais qu'est-ce que tu es en train de faire. C'est toi qui tu gères. C'est toi qui gères. Et qu'est-ce qui se passe? Ça peut passer à tout le monde. Ouais, mais je suis d'accord. Que soit le plus gros pilote, ou le moins pilote, ça peut arriver à tout le monde. Après, la maîtrise, ça peut peut-être chercher de les aider. Tu vois, peut-être que le maîtriseur, il arrive à la récupérer un peu plus que le non-maîtriseur. Peut-être qu'il enlève tout de suite le gaz parce que l'entend d'avant, quand tu as un peu de métier, tu entends d'avant que la voiture est en train de... et tu l'enlèves tout de suite, tu vois, et tu cherches, mais ça peut arriver à tout le monde. Ouais. Et sinon, vu ta façon de conduire, tu n'as jamais eu de problème avec la police? Mais tu sais, moi, je suis quelqu'un qui respecte les limites tout le temps. Hein. Moi, tu me trouves sur l'autoroute, non. Oui. Après... La limite, oui, mais... après, tu sais, oui, on a la chance qu'on ne fait jamais ça. On cherche de faire ça on n'est pas, comment on dit, on ne respecte pas les règles, mais on cherche de le faire dans le minimum de les règles. Après, je dois dire, l'ambiance de la police, c'est très passionné comme nous. Ah. Très passionné comme nous. Dans le coin ici? Ouais, partout. Ah, partout? Partout. Je me suis fait des copains dans la police à Paris, quand ils me découvrent les photos, les trucs, on devient vraiment copie dans la vie privée. Ils ont une figure, ils doivent nous imposer que nous on respecte, et c'est juste comme ça. On est obligé de respecter, je le répète, il ne faut pas faire ça, il faut le faire dans les bons endroits. Et si tu gères les choses, tu fais les choses dans un... On ne peut pas faire ça dans les ronds-points, dans les villes. Il faut arrêter de faire tout ça. On a arrêté, nous, il faut qu'ils arrêtent. Ouais. On ne peut plus le faire. Parce qu'après, elle est devenue trop. Tu vois, comme dans la ville de Monaco, on est parti, nous ont tout permis. C'était une ville qui nous a permis de tout faire. Et après, pour la faute de quelqu'un, ils ont été obligés. Je respecte à 100% la décision et c'est juste comme ça. Parce qu'on était allé... Trop loin. Je me mets dedans parce que tout le monde était là. Nous, on avait la chance d'être dans un état qui nous permettait de faire des départs avec des glises à la rentrée du tunnel pendant l'automarque. Et on est fini, malheureusement pour la faute de quelqu'un, qui a abusé, qui n'a pas respecté les règles, qui a abusé de la police, il s'est moqué de la police. Et oui, et c'est juste que nous, aujourd'hui, on paye pour eux, parce qu'ils ont abusé. Et il y a un moment qu'il faut s'arrêter. Parce qu'il ne faut pas se moquer des institutions. Les institutions existent, on fait des erreurs, on paye, on exagère, on fait des drifts, on fait des grises, on ferme notre gueule, on paye s'ils nous attrapent, parce que c'est juste comme ça. Il faut pas, ça ne sert à rien de rouler une autoroute à 250 à l'heure, à 300 à l'heure, ça il ne faut pas le faire. Il y a des limites. Et voilà, il va en Allemagne, sinon on va en circuit. Il y a des limites, il faut les respecter. Et moi, sur l'autoroute, vous ne me verrez jamais rouler à 250 à l'heure, vous verrez toujours respecter, parce que ça ne sert à rien. Dans tous les cas, le trajet est tellement court que rouler à 180 ou à 110, ça ne change rien. C'est 20 minutes de différence. La nouvelle égérie de la sécurité routière, oui. Non, c'est la vérité. Faites des écoles de pilotage, allez chez Pegasus, dans des endroits comme ça, faites des écoles de pilotage, vous vous amuserez énormément. Allez, achetez-vous un petit BM à 20, 30 000 euros, à 15 000, à 10 000, un BMW compact à 8, 9, 10 000 euros, mettez un frein hydraulique, allez à faire du drift, il y a des séances de drift, ça ne coûte rien. Vous pouvez participer avec 100 euros, 150 euros, vous prenez votre voiture, vous la chargez sur un plateau, vous la ramenez là-bas et vous vous amusez comme tout. Et vous mettez des pneus chinois à l'arrière. Ouais, c'est ça. Pas du Michelin derrière. Non, vous ramenez 4 fois 2 pneus arrière, d'avant vous changez jamais, vous changez la carrière, vous vous amusez comme tout.
vous dépassez 200 € au week-end, ça vous coûte moins cher que l'amende de la police, vous n'avez pas de problème. Et vous, là, vous vous amusez vraiment. Vous mettez un casque, une combinaison, et vous prendrez des plaisirs que vous n'avez jamais pris. Vous allez voir les drifts. En France, il y a Drift France, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qu'il faut aller voir. C'est pas cher, le faisant en tant qu'amateur, et c'est possible pour tout le monde. C'est encore moins cher que quand moi j'ai commencé avec l'Opel Corsa. Parce que c'est vrai que simplement un frein à main, de camber, avant, arrière, de change de 2-3 changes de réglage, on peut faire ça, et c'est extraordinaire. Ouais, il y a des écoles de pilotage de drift, allez-y voir, c'est pas cher. Le drift est devenu le rallye des années 80. Et l'école de pilotage, ça coûte 1000 €. 1000 €, 1500, et tu fais des mêmes mois de journée de stage, ça coûte 700-800 €. Et là, vraiment, on apprend à faire quelque chose qu'on ne pourrait jamais apprendre. Voilà. Dernière question, est-ce que tu t'assierais à côté de toi quand c'est toi qui conduis? Raoul, il s'assiera à côté de Raoul, mais il ne s'assoit pas à côté des pilotes forts parce qu'il a vraiment quelque chose qu'il n'arrive pas à supporter. Ah, moi non plus. Moi, je m'assurerais de moi-même parce que j'ai plein de confiance en moi, comme j'ai plein de confiance. J'ai eu la chance de rouler avec des pilotes très forts. On n'a pas la même sensation. Pilote de rallye comme Thierry Neuville à côté. Et je roulais avec lui, avec plusieurs voitures de la nouvelle génération, de la vieille génération, pour te dire vraiment, là, on part de le top. D'accord, j'ai roulé avec le champion du monde de charge. Rallye à côté de lui, waouh, ragazzi. C'est compliqué. Ah non, c'est pas facile. Hein. Et lui, il me disait, sois confiant, Raoul, sois confiant. Oui, très confiant. Quand il met la quatrième, la cinquième, première, deuxième, troisième, je suis confiant. Quand il commence à mettre la quatrième, la cinquième et la sixième, qu'on descende, la confiance, c'est un boum, boum, on rigole, après on augmente toujours de plus, il faut avoir le temps de faire des tours. Alors là, la confiance, ça te vient. Non, c'est très compliqué, mais c'est magnifique. C'est quelque chose qu'il faudrait essayer. Quand tu montes avec quelqu'un qui sait faire ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Comme jouer en partie de football avec quelqu'un qui sait vraiment jouer, ou au tennis avec quelqu'un qui sait vraiment jouer. Ça va moins vite quand au football. Entre les arbres, je veux dire. Ça va moins vite. Bon, il paraît qu'on a un parking à voir. Donc, andiamo. Andiamo un petit tour.